Suguiti, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Merci de vous joindre à nous semaine après semaine, c'est grandement apprécié. Nous commençons l'émission de ce soir par un appel à tous les étudiants autochtones qui s'intéressent à l'espace. L'Agence spatiale canadienne a besoin de vous. Chaque trimestre, l'Agence spatiale canadienne propose aux étudiants canadiens l'opportunité d'acquérir des connaissances du domaine spatial par l'intermédiaire de stages coopératifs. Si vous êtes un étudiant autochtone qui rêve d'atteindre les étoiles, n'attendez pas que la navette parte sans vous. Il ne reste que quelques jours pour appliquer sur une offre de coop d'été spécifique aux jeunes autochtones. Comme le dit le responsable du programme Sciences du système Soleil-Terre, Marcus Dejmek, ceci est une expérience unique. Les gens sont très excités de voir comment ça se passe derrière la scène pour un astronaute qui va être lancé dans l'espace. Pour avoir accès à ce stage de 4 mois, certaines compétences, comme être un étudiant à temps plein dans un programme postsecondaire, sont requises. On cherche des gens qui sont passionnés, qui veulent rentrer et nous aider à travailler sur un projet spatial. Et nous cherchons des gens qui sont effectivement non seulement des ingénieurs ou des scientifiques, mais on cherche des gens qui sont dans des programmes qui ont un intérêt pour le spatial, qui est jumelé avec les communications, avec des ressources humaines ou des études en finance. Happy New Year! L'astronaute David Saint-Jacques décrit le genre de gens attirés par ce programme. Ce que je trouve extraordinaire du programme spatial, c'est que c'est un moteur d'ingéniosité et d'innovation incroyable. Vu que l'espace, c'est très cool, mais c'est très difficile, on dirait que ça a tendance à attirer des gens particulièrement créatifs, inventifs et motivés à se creuser la tête un peu plus puis aller un peu plus loin. C'est souvent des gens, des penseurs un peu originaux mais rigoureux. C'est des gens qui savent rêver, mais aussi rendre leurs rêves réalité. C'est vraiment un bel univers où tout le monde est fier et enthousiaste de travailler un peu à ce beau rêve, qui est pas juste du rêve, mais aussi plein d'applications réelles. Cette campagne de recrutement d'étudiants autochtones rejoint personnellement David Saint-Jacques, qui était médecin dans une communauté inuite de la baie d'Hudson avant de devenir astronaute. Fait que je connais bien la réalité de la vie des Autochtones dans des communautés isolées et j'ai vu avec les années le lien direct avec, si on veut, les ressemblances, les parallèles entre l'environnement de la vie dans l'espace et la réalité de la vie dans une communauté isolée. Donc, il y a peut-être à quelque part un avantage déjà, quelqu'un qui vit dans une communauté isolée, de comprendre l'esprit d'aventure, mais aussi l'esprit d'exploration et aussi si on veut, les exigences de rigueur qui viennent avec le fait d'être dans un endroit isolé. Il y a tellement de parallèles. Puis nous, dans le programme spatial, on poursuit toujours ces idées-là qui ont du parallèle. Dejmek a adoré travailler avec la dernière cohorte d'élèves autochtones. Ils sont bien posés, ils sont calmes et ils nous donnent beaucoup de créativité et leur propre perspective sur nos propres projets. La date limite pour soumettre sa candidature est dimanche le 26 janvier 2025. Et si vous croyez que ce rêve est trop gros pour vous? Si dans ton cœur, t'entends la petite voix qui te dit « Ah, ça serait donc bien cool de travailler dans le programme spatial », c'est parce qu'il faut que tu essayes. Il faut que tu essayes et puis... souvent, quand on est jeune, on se demande si c'est correct d'oser avoir un grand rêve. Oui, il faut avoir des grands rêves. Il faut se lancer dans des affaires qu'on trouve extraordinaires. Qui sait? Ceci peut lancer votre carrière dans l'univers. On se sort la tête des étoiles pour s'envoler vers Québec. C'est officiel, la nation Huron-Wendat appuie la Ville de Québec dans le dépôt de sa candidature pour devenir une région de biosphère de l'UNESCO. Le maire de la Ville de Québec, Bruno Marchand, accompagné du grand chef de la nation Huron-Wendat, Pierre Picard, ont annoncé dans une conférence de presse qu'ils disposent jusqu'à la fin du mois pour déposer la candidature. UNESCO reconnaît les régions de biosphère comme étant des lieux innovants où des solutions locales sont trouvées pour que les humains et la nature puissent prospérer ensemble. Un lieu où cohabitent le développement économique et la protection du territoire. Cette désignation ferait de la Ville de Québec la première ville en Amérique du Nord reconnue comme région de biosphère. Le maire Marchand croit que cette opportunité pourrait bénéficier à la Ville et aux entreprises qui y sont installées.
Le grand chef Picard en est en accord et a extrapolé sur l'importance d'inclure la nation dans les démarches à suivre. Évidemment, c'est clair que les Wendat veulent être dans le positionnement stratégique de tout ça et comme on a pour nous extrêmement important le développement économique chez les Wendat, hein, ça coule dans notre ADN culturel, historique et collectif. Donc forcément, on va demander d'être très présent sur les orientations stratégiques et les positionnements stratégiques pour s'assurer que nos entrepreneurs et la nation Wendat puissent en bénéficier également. À la même conférence de presse, une mosaïque jugée offensive de la salle de réception de l'Hôtel de Ville de Québec a été recouverte temporairement par un écran noir. C'était la décision du maire Bruno Marchand de masquer cette œuvre dans un geste qu'il dit de bienveillance envers leur communauté autochtone, la nation Huron-Wendat. La mosaïque représente un autochtone agenouillé devant Samuel de Champlain. L'administration Marchand a pris cette décision sans même consulter les Premières Nations. L'œuvre n'a jamais fait l'objet d'une plainte, mais le maire s'est dit agir de bonne foi en la masquant. Le grand chef Picard a publié 7 déclarations en lien avec l'incident sur sa page Facebook. À la demande du maire de la Ville de Québec, M. Bruno Marchand, je me suis entendue plus tôt aujourd'hui avec lui concernant la mosaïque jugée offensante et installée à l'Hôtel de Ville. J'ai eu l'occasion de lui suggérer qu'une œuvre Wendat, symbolisant nos relations égalitaires et respectueuses, prenne place dans la même salle de réception. De plus, je lui ai proposé que s'il décidait que la mosaïque reste en place, qu'elle soit dotée d'un texte de contextualisation devant être approuvé par nos experts. Parlant de page Facebook et de Nouvelles à la Une, vous avez une histoire à partager, une idée de reportage ou une suggestion d'événement qui se passe dans votre communauté? Voici toutes les façons que vous pouvez nous contacter. Envoyez-nous un courriel à nouvelles@aptn.ca. Pour regarder nos histoires, allez à aptnnews.ca/nouvelles. Et vous pouvez également nous trouver en ligne sur YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Nous y publions certains de nos reportages au courant de la semaine. Donc, suivez Nouvelles APTN pour participer à la conversation et voir nos dernières histoires. Et voici 2 événements communautaires que vous nous avez envoyés. Un de la communauté Première Nation Abitiwiwi à Picogan, près de la frontière de l'Ontario, et une autre de la nation Naskipi de Kawawa-Shikamak à la frontière du Labrador. Voici ce qui se passe dans ces communautés. À Picogan, la date limite d'inscription au programme d'immersion de printemps de 4 semaines à Anishinaabe-Moen a été repoussée au vendredi 31 janvier prochain. Le programme lui-même se déroulera tout au long du mois de mai et offrira aux participants le transport, les repas et l'hébergement. Il y a 12 places disponibles dans le programme pour les membres de la Première Nation Abitiwini, âgés de plus de 18 ans, qui sont prêts à faire un travail préparatoire dans la langue avant le début du programme. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire en composant le 819-732-6591, poste 2417. À plus de 1000 km au nord-est, la nation Naskipi de Kawawa-Shikamak célèbre sa semaine culturelle 2025. Les lundis, mardis et mercredis de la semaine prochaine, entre 18h et 21h, des ateliers de fabrication de chapeaux et de mocassins seront organisés. Les festivités se termineront le vendredi 31 janvier par le festin du jour. Tout cela se déroulera au centre communautaire Naskipi, alors allez-y pour prendre part à la communauté, à l'amusement et à la nourriture. Et si vous êtes de la région de Kanesatake et que la découverte d'un sport traditionnel pourrait plaire à vos enfants, nous avons un reportage pour vous à la suite de cette courte pause. C'est aussi une histoire sportive qui va vous réchauffer le cœur en ce temps froid. Soyez là! Bienvenue. Par ces temps froids, on vous offre une histoire à réchauffer les cœurs. C'est un récit sportif digne des films, des enfants autochtones et non autochtones de tous âges et de toutes tailles, jouant à un jeu profondément ancré dans la culture Mohawk. Il y a à peine quelques années, les Warriors, l'équipe mineure de la crosse de Kanesatake, avaient difficulté à recruter des joueurs et à gagner un match. De plus,
l'équipe dépendait de bénévoles et comme tant d'autres communautés autochtones, Kanesatake n'a pas d'aréna où s'entraîner. Les joueurs pratiquaient sur une clairière en herbe. Les tournois, tant qu'à eux, se déroulaient à l'intérieur sur des sols en béton. In grass, the ball doesn't bounce like it would on a concrete floor. Concrete floor, it bounces several times before it stops. The grass, the ball kind of just dies there. Par conséquent, ce que tu apprends en entraînement est complètement différent du jeu que tu mets en pratique lors des tournois. Tu dépends aussi de Mère Nature. We had to postpone a lot of games in the past because we scheduled them at the lacrosse box. And when it rains, nobody's ready to play in the rain, so the games get canceled or postponed. Grâce au centre de santé de Kanesatake, l'équipe a obtenu un budget pour louer des installations de pratique et embaucher un coordonnateur sportif à temps plein. Ils ont également invité des enfants non autochtones des communautés voisines pour aider à remplir l'alignement. C'est à ce moment-là que la magie a pris vie. La saison dernière, les Warriors U11 ont gagné le tournoi provincial de lacrosse Québec. Un accomplissement impressionnant lorsqu'on connaît l'historique de l'équipe. Le secret? I think it was the combination of all the different nations and everyone like joining together and like making a team was really cool. It was something that we haven't really done before. The chemistry within the team at the beginning, they were getting to know each other. They weren't as comfortable. Kids, it was kind of like kids speaking French, English. They had their groups, and then finally, once you saw them really connect with each other, you could tell like they were meant to win. Like it was, them coming together and winning was so beautiful to watch. Like I'm still to this day, I picture that winning moment when I was in the crowd screaming my head off for them, and oh, it was just so nice. Célina Beauvais joue à la crosse depuis l'âge de 12 ans et est heureuse d'aider à revitaliser ce jeu si important pour les Mohawks. Honestly, without it, I find it's like you're missing something. Like that's like who we are. Like that's our game. We should be playing it. Cette année, il y aura aussi de l'emphase sur le développement. Sean Boudrias, ancien joueur de hockey repêché par la Ligue nationale de hockey, est prêt à aider la prochaine cohorte. On a commencé un programme pour après l'école. Ce qui va arriver, c'est qu'on va ramasser des jeunes à l'école, on va les apporter au sport complexe sportif à Saint-Eustache, sur des terrains de soccer, où on va apporter le filet, on va les entraîner pendant 30 minutes. Après ça, on va faire 1 heure de lacrosse développement, avec souper et collation tout compris, pour donner la plus de chance aux jeunes. Les inscriptions pour cette saison sont maintenant ouvertes, et ce, jusqu'au 31 janvier. So it's free of charge. Anyone can register in their surrounding areas, doesn't matter. Anywhere between ages 4 and 21. You can register at the Kanesatake Health Center page, or you can go directly to the Kanesatake Warriors Facebook page. There's a link. You click on the link and it'll bring you to Team Snap where you can register. Go Warriors, go! Peut-être feront-ils une équipe pour adultes. Les boîtes en bois cintré sont des symboles culturels emblématiques des Pepaidas, Tsimshian et Tlingit du nord-ouest canadien. Dans le nord de la Colombie-Britannique, un artisan de ces boîtes transmet l'art traditionnel à la prochaine génération. Robbie Burden présente une histoire de Sarah Connors. L'artiste Joanne Williams, basée à Atlin, est la gardienne du savoir d'une forme d'art Tlingit vieille de plusieurs milliers d'années. Bien que ses méthodes soient quelque peu différentes de celles utilisées par ses ancêtres, le corps de son art est profondément ancré dans la tradition. Cette tradition, ce sont les dizaines de boîtes en bois cintrées éparpillées dans son salon. I haven't had the living room for quite a while now, and I don't mind it because I know that it's our gold and we both are really eager to teach and to pass on the knowledge. Les boîtes en bois cintrées étaient traditionnellement utilisées par la cuisine, le stockage, les cadeaux et les enterrements. Généralement fabriquées en cèdre, elle aborde souvent des armoires familiales ou des images culturelles. Williams a appris cet art auprès de sa grand-mère, Elizabeth Nyman, aînée respectée d'Atlin lorsqu'elle était enfant. I think of my grandmother all the time, and I actually am very proud of what I'm doing for her because she actually really wanted us to teach, and she wanted to bring the boxes back to Atlin. Ne vous laissez pas tromper par la simplicité de ces boîtes. Selon Williams, leur fabrication demande beaucoup de savoir-faire et d'habileté. Avec un peu d'aide de son mari Maurice,
Williams fait cuire des planches de bois à la vapeur jusqu'à ce qu'elles deviennent souples. This wood is yellow cedar. This is the lip here. I'm going to be bending it towards the lip. Le bois est ensuite plié en forme et les deux extrémités sont temporairement vissées ensemble pendant que le bois sèche. Le couple enseigne le métier dans les écoles et à toute personne intéressée par l'apprentissage. I make the boxes very easy, and they're very thin for the teaching boxes. So yes, you'll find that they're very easy. But when you're doing the thicker box, you'll realize how hard it is. Williams estime qu'elle et Maurice ont fabriqué au moins 5000 boîtes au fil des ans. Selon elle, il s'agit avant tout de transmettre la tradition à la génération suivante, y compris à ses petits-enfants, comme le lui a appris sa grand-mère. If I teach one person and they teach 5 people, that's a lot of people. I got more than 2,000 people that I've taught already, so I'm pretty proud of that. Williams espère qu'en enseignant la fabrication des boîtes en bois cintré, elle pourra transmettre à d'autres le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Accomplishments are great to have, so I'd really like more people to experience that accomplishment. And making a Bentwood box is a big accomplishment. Un reportage de Sarah Connors, Nouvelle nationale d'OPTN, Atlan. Merci, Sarah. Au retour de cette courte pause, nous avons l'honneur d'accueillir ici même, dans nos studios à Montréal, un homme qui a l'habitude d'être à la caméra, un journaliste renommé, un écrivain passionné et une voix autochtone importante. Ne manquez pas notre entretien avec Michel Jean. Restez des nôtres. Bienvenue. Vous connaissez notre prochain invité comme journaliste, chef d'antenne, reporter et écrivain qui a réussi à travers plusieurs livres d'écrire des superbes histoires de nos peuples. Michel Jean, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Oui, très content d'être là. Je dois d'abord vous féliciter sur votre carrière journalistique. Quand même 40 ans, c'est une belle carrière. C'est long, c'est long. Ça fait presque 6 mois maintenant que vous avez pris votre retraite. Ouais. Est-ce que ça vous manque? Non, en fait, parce que j'ai plus quitté le poste que j'avais que prendre ma retraite comme telle, parce que je continue encore de faire du journalisme. J'écris dans la presse, des chroniques aux 2 semaines, je fais des chroniques à la radio, à Radio-Canada, puis un petit peu aussi à une émission à TV, à Radio-Canada. Puis j'ai des projets de documentaires là, qui commencent à s'élaborer. Donc, je vais toujours continuer à faire du journalisme, mais je ne pouvais plus le faire... Mon métier d'écrivain, c'était comme un travail à temps plein. Le métier de journaliste à temps plein, j'avais comme 2 emplois. Puis moi, j'avais pris 2 semaines de vacances en 6 ans. Pour donner. Fait qu'à un moment donné, il fallait que je choisisse. Puis comme il y a beaucoup de trucs avec mes livres, bien, j'ai choisi de donner la priorité à ça pour permettre d'aller le plus loin possible avec ça. Avant qu'on sorte dans les livres que j'adore à date, ce que j'ai pu lire, on va poser une question aux journalistes, tant qu'à vous avoir ici. On sait qu'au Québec, en ce moment, Paul Saint-Pierre Plamondon, Poilievre, il y a beaucoup de conversations que peut-être la souveraineté va revenir. Je sais que vous abordez souvent les causes autochtones dans vos livres et juste dans vos chroniques et tout. Est-ce que vous pensez qu'il y a une petite révolution tranquille qui se passe? On le voit à Mastoyache avec probablement la première mine qui est propriété autochtone. Est-ce que vous pensez que aussi la popularité de vos livres, tout va venir au fait que la souveraineté autochtone devra être un sujet dans les prochaines élections? Je pense que c'est compliqué parce que ça implique souvent un partage du territoire. Puis au Québec, c'est une question qui est délicate. C'est au cœur de l'actualité politique depuis 400 ans. Mm-hmm. Mais ce qui est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, c'est l'importance quand même que prennent les Premières Nations sur leur, puis les premiers peuples sur leur territoire. On ne peut plus, comme auparavant, faire des barrages, par exemple, sans demander l'avis des Autochtones. Ils peuvent essayer, ça ne marchera pas. Non. Ils le faisaient auparavant. Donc, les Autochtones sont pas juste plus présents, on a toujours été présents, mais on a une voix plus forte maintenant. Je pense que la littérature, mais d'autres aussi, puis Lisa Pisac en musique, tout ça, ont rendu la présence autochtone dans l'espace public plus forte. Et là, les gens commencent à réaliser qu'on est là. C'est pas qu'on n'était pas là, c'est que les gens ne regardaient pas. Là, maintenant, ça change. Puis en soi, c'est sûr que c'est un plus. Puis on voit ça avec les propriétés qui se font bâtir à Montréal, avec l'hôtel Hilton à Québec. Ouais. On devient une présence qui montre qu'on est fort dans cet aspect-là aussi. On n'est pas juste des bénéficiaires, on est capable d'être... Bien, donnez-lui les moyens de pas. Tu sais, c'est comme la chanson des colocs, tu sais, passe-moi le pas que j'en scorerai début. C'est qu'à un moment donné...
pendant longtemps, les premiers peuples ont été tellement marginalisés par les gouvernements je veux dire, moi, je connais une dame qui a été à Pessamit. Elle a 92 ans aujourd'hui, c'est l'aînée de la communauté. Puis à un moment donné, elle a vu l'eau monter avec sa famille. Ils se sont demandé ce qui se passait. Les policiers sont venus chercher. Ils avaient construit un barrage. Leur territoire a été inondé, comme dans mes romans. Mais ça s'est passé. Cette femme-là est encore vivante. Puis on les a amenés à Pessamit après. On ne peut plus faire des choses comme ça, mais on l'a fait pendant longtemps. Bien, parlons un peu de vos livres. Je dois dire, j'ai lu Cocum, adoré Cocum. Ça a été un immense succès littéraire, comme plusieurs de vos livres. J'adore le fait que vous êtes capable de garder cette voix autochtone, que vous êtes capable de parler d'enjeux, mais d'une façon et avec une parole qui attire tout le monde. Le livre est extrêmement populaire en Europe, comme qu'il est ici. Est-ce que vous croyez que c'est... Deux questions. Ouais. Un, est-ce que vous croyez que c'est important de le faire? Deux, est-ce que vous croyez que cette parole-là est la cause, justement, de cette ouverture d'esprit? Je pense que, moi, ce que j'essaie de faire dans mes romans, je trouve que les faits sont assez forts en soi. Par exemple, dans Cocum, on expose d'abord dans le roman c'est quoi la culture Innu, puis on se rend compte que c'était pas des sauvages, au contraire, c'était des gens qui avaient des belles valeurs, puis qui avaient une culture qui était en harmonie avec l'environnement, puis que les gens vivaient bien. Puis la dépossession ensuite, que les gens après ça sont dépossédés du territoire, forcés de vivre dans des réserves. Dans le roman, après ça, on comprend la perte que ça a été. Je ne suis pas obligé d'en rajouter. Moi, j'amène la personne à vivre ces événements-là à travers les personnages. Et les Québécois, c'est un peuple très ouvert, sont capables de se faire leur propre idée, puis regarder ça, OK, là, on voit les choses autrement. Ce qui nous a manqué pendant toutes ces années-là, c'est la perspective autochtone sur notre histoire. Parce que ça a toujours été écrit par les peuples colonisateurs qui racontaient la colonisation. Mais les Autochtones, ils l'ont vu de l'autre côté du miroir. Donc, je pense que quand les gens leur présentent ça, ils voient les affaires autrement. Je pense que, c'est pour ça que les gens sont capables de l'accepter. Puis deux, je pense que c'est important parce que cette histoire-là, c'est aussi l'histoire du Québec, par exemple, puis du Canada. Je dis souvent aux gens, mais c'est aussi votre histoire. Là. Je veux dire, à Mastoyat, il y a 3-4 ans, ils ont fait des découvertes archéologiques. Les archéologues sont allés là-bas. Ça a permis de prouver preuve de vie permanente sur le site de Mastoyat depuis 5000 ans. Ça fait 5000 ans qu'il y a des gens qui vivent là, mais l'histoire du Canada commence en 1534. Ah ouais. Alors, voilà. Si on regarde le bord de la médaille, comme vous venez de dire, vous avez appelé le livre Cocum, vous dites que vous l'appeliez Grand-Maman Siméon. Ouais. Elle a toujours voulu être une Cocum, c'est un hommage. Ouais. C'est un hommage à elle. Elle, c'est quelqu'un qui a embrassé. Je veux dire, elle est tombée en amour, mais en même temps, avec Thomas, mais en même temps, elle regardait, c'est quoi sa vie à l'époque qui était? Si tu vivais dans la société blanche, une ferme, les femmes faisaient 18 enfants. Puis la seule fois que tu sortais de la semaine, c'est pour aller à l'église. Puis là, elle regardait le lac, l'autre bord, les rivières, les territoires que Thomas lui racontait. Puis c'était une aventurière, je pense. Puis donc, elle s'est dit, je pense que j'aime mieux cette vie-là. Et je pense que dans le fond aussi, dans le roman, c'est que ça permet justement les gens, il y a beaucoup de gens qui se disent, dans le fond, j'aurais peut-être fait le même choix à l'époque où elle était. C'est une manière aussi de valoriser les sociétés des premiers peuples. Bien, j'adore ce livre. J'ai hâte de voir la pièce de théâtre presque guichet fermé partout. Vous avez des beaux projets qui s'en viennent, qui va devenir un film. Je vous félicite. J'espère vous revoir sur l'émission pour qu'on puisse parler plus longuement. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Hein? Et c'est sur ça qu'on conclut les nouvelles nationales de ce soir. Je m'appelle Kim Sullivan. Merci de vous être joint à nous. Mon Dieu, je perds la parole. Bonne soirée, tout le monde.